Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leurs rencontres avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions de relevés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias? On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment? L'objectif de ce podcast? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites? Alors, pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léonie de Verdelan, fondatrice et CEO de Jeudi Merci. Salut Léonie. Salut Jérémy. Alors, Jeudi Merci, c'est le logiciel de gifting qui permet de créer des objets ultra personnalisés et de les envoyer au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. C'est une entreprise que tu as créée en novembre 2019, soit il y a presque 4 ans. Pendant ce laps de temps, vous avez fait 2 levées de fonds dont tu vas nous parler aujourd'hui. Chez Jeudi Merci, vous êtes à date 23 salariés, vous avez plus de 250 clients partout en France, comme par exemple Pierre et Vacances et Groupe Crédit Agricole. À titre personnel, tu es diplômé des Mines de Paris avec une spécialisation en mathématiques appliquées à l'intelligence artificielle. Tu es également diplômé de Berkeley en entrepreneuriat. Tu es maman d'une petite fille. Tu habites à Grenoble et tu es membre de Sista. Chère Léonie, est-ce que tu as des choses à ajouter à cette présentation? Écoute, c'était déjà hyper complet. Je peux peut-être ajouter quelques petits mots sur Jeudi Merci pour commencer, pour expliquer de façon hyper concrète ce qu'on fait. Jeudi Merci, c'est un logiciel qui permet de connecter n'importe quel CRM à une plateforme logistique. Donc, on permet aux entreprises de créer des scénarios automatisés dans lesquels ils vont envoyer une petite surprise au bon moment, au bon destinataire. Mmh. Et du coup, derrière Jeudi Merci, il y a 3 services. Il y a notre plateforme, mais il y a aussi un service de sourcing de cadeaux et d'objets ultra sympa, ultra pertinent et responsable, et un service logistique où on prépare et expédie chaque courrier, chaque colis. L'idée, c'est vraiment que chaque colis semble être destiné à un influenceur. On veut vraiment que l'unboxing crée des émotions et crée un effet waouh assez dingue. Et donc, pourquoi les entreprises utilisent Jeudi Merci? C'est principalement pour fidéliser leurs clients, sans pour autant recourir au discount. On a tendance, notamment en B2C, et tu parlais de Pierre et Vacances, on travaille aussi avec des marques du retail, à se dire que pour fidéliser un client, on va lui proposer toujours plus de réductions, toujours plus d'avantages, mais finalement, ce n'est pas forcément ce qui valorise le plus sa marque et ce qui crée le plus d'émotions et de liens avec ses clients. Donc vraiment, l'idée derrière Jeudi Merci, c'est d'utiliser la récompense, la reward, pour fidéliser et créer une relation plus authentique avec ses clients. Donc, on fait de la reward physique, les cadeaux dont on a déjà parlé, et c'est là-dessus qu'on s'est lancé fin 2019. Mais depuis quelques mois, on fait aussi des dons caritatifs et des cadeaux dématérialisés. L'idée, c'est de développer au plus cette offre démat pour répondre au mieux possible aux préoccupations, notamment environnementales, des personnes qui vont être destinataires de ces récompenses. Après, que dire de plus sur mon parcours? Parce que tu as fait une description déjà bien détaillée. C'est un peu cocasse d'avoir fait un master en intelligence artificielle pour finalement faire une plateforme de gifting. Mais finalement, ça m'a apporté pas mal et ça m'apporte beaucoup au quotidien. J'ai fait mes premières expériences pro vraiment dans la recherche et développement, l'intelligence artificielle. Donc, je parle le langage de mes développeurs, ce qui est quand même un atout en tant que CEO, et ça permet de solutionner des problèmes un peu plus rapidement. Quand il faut mettre en place une petite automatisation, optimiser des process, je peux mettre les mains dans le cambouis. Je peux faire des choses rapidement pour que ça fasse gagner du temps, et je pense que c'est un des facteurs qui fait en partie
le succès de Jeudi Merci, c'est que d'un point de vue opérationnel, on est très automatisé, très optimisé. Ok. Je pense avoir fait le tour. N'hésite pas si tu as des questions. Ouais, j'ai déjà des questions. Alors, tu nous parles de cadeaux et on est tous des grands enfants dans l'âme. Et du coup, on a envie de l'unboxer avec toi. C'est quoi ces magnifiques cadeaux personnalisés que tu En fait, proposes aujourd'hui? le cadeau qui fonctionne chez Jeudi Merci, c'est le cadeau pertinent. C'est vraiment le cadeau clin d'œil qui va fonctionner auprès de son destinataire. Et j'ai en tête une séquence de prospection pour un cabinet de recrutement où on avait fait fabriquer des dés truqués. Donc des dés, tu les lances, ça tombe systématiquement sur 6. Ok. On avait fait une espèce de box où ce dé truqué était placé dans une petite boîte de bijoux. Donc tu avais l'impression d'ouvrir un bijou et tu avais ton dé truqué à l'intérieur. Et donc c'était pour une séquence de prospection pour expliquer qu'avec ce cabinet, on ne laissait pas les recrutements au hasard. Et ça fait partie des campagnes qui fonctionnent très très bien. Ah bah oui. D'avoir un message pertinent. Je peux te donner un autre C'est pas exemple juste un de goodie campagne. comme ça, quoi. Non, c'est pas juste un goodie. Et vraiment, et l'idée derrière Jeudi Merci, c'est qu'au-delà du fait qu'on fait des cadeaux responsables, on va pas envoyer des stylos de mauvaise qualité que tu reçois et que tu jettes immédiatement. Dans notre fonctionnement, on laisse systématiquement le destinataire du cadeau choisir ce qu'il préfère. Donc toi, tu reçois un cadeau Jeudi Merci, on te laisse le choix entre quelque chose à déguster, un goodie sur la thématique du sport ou éventuellement faire un don à une association. Et donc, tu es libre de ton choix et donc tu prends quelque chose qui va te servir et qui ne va pas être jeté immédiatement à la poubelle. Ok, du coup, tu parlais de cadeaux dématérialisés. Alors, c'est quoi cette option-là? Les cadeaux dématérialisés, c'est à la fois En fait, c'est tous les cadeaux que tu vas recevoir par mail. Ça peut être un bon pour aller faire un massage, un spa, un bon cadeau chez Nature et Découverte. Une sorte Ou de des carte choses comme cadeau. ça. C'est vraiment les cartes cadeaux que tu peux utiliser. Et on travaille avec des fournisseurs, des jolies marques qui proposent des bons cadeaux un peu différents. Je pense notamment à un fournisseur qui permet de participer à des ateliers chez des artisans pour apprendre à maîtriser la maroquinerie ou faire sa propre bière. Et c'est des cadeaux un peu différents et qui fonctionnent très bien en ce moment pour offrir des expériences plutôt que du matériel. Ah ouais. Mais j'ai très très envie de faire l'atelier pour faire ma propre bière. Ça doit être génial. Je me demande si elle va être bonne. Il y a juste ça, tu vois. L'expérience doit être géniale. Après, il faut que ce soit bon. Je pense que tu es quand même accompagné par un pro et qu'une bière, c'est rarement dégueulasse. Quoique... J'ai habité en Irlande, attention. Je me suis fait à la Guinness, mais en vrai, au début, c'était pas ma tasse de thé. Bref, on digresse. On est là pour parler aussi, et bien sûr, de levée de fonds. Est-ce que tu peux me refaire la chronologie des 2 levées de fonds que tu as fait et me dire au passage, en même temps, pourquoi vous avez levé à chaque fois? La première levée de fonds, elle est arrivée fin 2020. On sortait du Covid. Ça a été donc la première année de Jeudi Merci, une année sacrément mouvementée. Et finalement, dans notre business, le Covid a été plutôt une bonne chose, une opportunité, parce que c'est pas forcément une bonne chose par contre. Mais une opportunité parce que comme tout le monde travaillait à distance, on a assez facilement gagné des comptes qui voulaient engager leurs collaborateurs à distance. Donc on s'est mis à envoyer des paniers apéro pour faire des moments conviviaux d'équipe à distance, des choses comme ça. Et donc finalement, la première année de Jeudi Merci a été plutôt bonne. Et on a fait plutôt un bon CA. Et j'étais à l'époque toute seule, je préparais les cadeaux dans mon salon. Mon mari en pouvait plus de me voir préparer des colis. Et en fait, j'avais envie de quelque chose de plus ambitieux. De plus grand, d'aller chercher des parts de marché, de faire un logiciel vraiment intelligent, facile à utiliser, adapté à toutes les situations et qui fasse réellement gagner du temps à nos utilisateurs. Et pour y arriver, je ne pouvais pas m'autofinancer parce que j'étais solo founder. À un moment, on ne peut pas tout faire tout seul. Non, c'est sûr. Et puis, son salon n'est pas extensible, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une première levée de fonds. J'en parle un peu autour de moi. Et là, on me met en relation avec les personnes qui deviendront mes premiers investisseurs. Ça s'est fait très rapidement. On pourra un petit peu creuser là-dessus. Et la deuxième levée de fonds a eu lieu 1 an et demi plus tard, 18 mois plus tard. L'idée, c'était vraiment
on avait validé le product market fit. Mhm. On avait réussi à obtenir nos 100 premiers clients abonnés qui étaient engagés, qui avaient des très belles performances. Et on s'est dit, on veut aller plus loin. On veut se structurer pour réussir à adresser des cas d'usage grands comptes. Parce que dans le business de Jeudi Merci, on a besoin de travailler avec des clients qui eux-mêmes ont beaucoup de clients. Parce que la valeur perçue de notre plateforme, elle est très liée au volume d'envoi qu'on gère. Okay. Donc, on a des très beaux clients qui ont eux-mêmes une centaine de clients seulement. Mais du coup, ils font trop peu d'envois pour qu'on puisse grandir avec eux. Et donc, la stratégie, c'était vraiment de se structurer pour aller chercher des clients grands comptes. Et on avait besoin pour cela de mieux structurer notre équipe de vente, d'investir encore plus dans le marketing, etc. Et la tech, j'imagine. Et la tech, bien entendu. Et donc, ça a été le déclencheur pour faire une seconde levée de fonds. Ok. Alors, c'était qui, du coup, ces premiers investisseurs que tu as évoqués? Alors, pour la première levée... En 2021. Fin 2020. Fin 2020. Fin 2020. Okay. On a levé avec Shaper Venture, okay. Qui est un club deal, un réseau d'investisseurs particuliers qui se rassemblent donc, pour investir dans des startups. Donc, ce qui était chouette et ce qui m'a plu en tant que fondatrice, c'est que de mon côté, j'ai un interlocuteur unique, un investisseur unique avec qui... je réfléchis à la stratégie de l'entreprise qui fait partie de mon board, etc. Mais par contre, derrière, il y a un réseau d'investisseurs que je peux solliciter aussi au besoin pour des conseils et de l'aide, parce qu'on a besoin régulièrement d'aide. Et la particularité de ce réseau, c'est que c'est tous des anciens entrepreneurs, donc qui comprennent réellement les problématiques day-to-day que je peux rencontrer. Alors, le modèle de club deal, c'est un modèle qui est assez rare, ou en tout cas dont on entend très peu parler. C'est quoi exactement le modèle en tant que tel, et puis surtout pour toi, entrepreneur? Donc, peut-être que je peux retracer le process de la levée, et je pense que ça répondra à beaucoup de questions. Donc, moi, j'ai eu des premiers calls, et j'ai fait des due diligence avec un seul interlocuteur, un seul VC, on va dire, qui était l'équipe de Shaper Venture. Donc, c'est eux qui ont évalué le potentiel. Il n'y avait que dans le process, il n'y avait personne d'autre? Il n'y avait que dans le process. Ah ouais. Donc, c'est eux qui ont évalué le potentiel de l'entreprise et qui ont décidé si, oui ou non, ils voulaient proposer le deal à leur communauté d'investisseurs. Une fois qu'ils ont eu décidé qu'ils voulaient proposer ce deal, ils en ont fait un pitch. C'est vraiment eux qui ont fait le pitch de leur côté. Ils ont rassemblé tous les éléments de Data Room pour partager le deal à leur communauté. Et dans leur communauté... Sur une plateforme, du coup, j'imagine. C'est pas sur une plateforme. Tout se faisait par mail. Ok. Et dans leur communauté, donc les gens, les business angels, ont pu choisir ou non de participer au deal et pour quel montant. Ok, génial. Et du coup, le montant que tu as réussi à lever à la fin était de combien? Pour cette première levée, j'ai levé 900 000 euros. Ok, ce qui est un gros précieux, quoi. Oui, du coup, une part via Shaper Venture et la BPI qui a complété qui a matché le tour. Ok, génial. Donc ça, c'est la première levée. Et du coup, la deuxième, t'es allé voir qui? Et la deuxième, j'ai fait une levée un peu plus classique avec un tour de beaucoup de fonds d'investissement. Je pense qu'on va creuser là-dessus, donc je ne vais pas tout spoiler dès maintenant. Mais donc sont rentrés à cette deuxième levée de fonds plusieurs fonds VC, dont 2 fonds corporate, qui est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé, mais dont je suis très contente aujourd'hui, parce que c'est une proposition de valeur un peu différente. Nos investisseurs historiques, donc Shaper Venture, a reparticipé au tour, et on a de nouveaux business angels qui sont rentrés. Ok. Et du coup, là, le montant de cette deuxième levée, donc de 3 millions en 2022. Ok, de 3 millions. Ouais. Ok. Comment tu t'es organisé pour ce deuxième roadshow? On a bien compris que le premier, ça avait été assez rapide, ce qui est souvent le cas, en fait.
Et du coup, sur le deuxième, un process plus classique avec beaucoup, beaucoup plus d'acteurs, comment tu t'es organisé? Ça a été un process très, très organisé. J'ai Mhm. eu la chance d'être bien conseillée. Donc, j'ai lancé le roadshow, si on peut l'appeler comme ça, en janvier, on va dire ouais, début janvier, Ok, juste après la pause de Noël. Du coup, début janvier, j'avais déjà toute une strate en place. Mon deck était prêt, mon BP était prêt, j'avais une data room bien carrée et on avait commencé à lister tous les fonds d'investissement qu'on voulait contacter et à faire matcher avec notre réseau, voir qui pouvait nous faire des intros warm dans les fonds en question. ok. Et du coup, tu es allé chercher des entrepreneurs que tu connaissais. Qui t'es allé chercher pour ces intros? C'est intéressant de donner en fait cette recette hein, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Bah, beaucoup d'entrepreneurs. Après, euh, dans les clients de Jeudi Merci, nos Hmm. premiers clients, ça a été des scale-up et des très grosses startups. Ok. Je peux citer Alan, Content Square, Penny Lane, Mhm. enfin vraiment beaucoup de grosses scale-up qui sont financées par des VC. Mhm. Et donc vraiment une première approche, ça a été de regarder les portfolios des VC et de voir si parmi mes clients, et notamment parmi mes clients avec lesquels on a une très bonne relation, je pouvais avoir des intros intéressantes. Mhm. Et ensuite, effectivement, ça a été solliciter les entrepreneurs de notre réseau et j'ai été très aidée par mes investisseurs existants. Ok. Génial. Du coup, tu te lances dans ce roadshow, tu prépares tes documents, tu les as préparés seul ou tu as été accompagné J'ai commencé par les préparer seule et je les ai fait énormément challenger. Ok. Je pense notamment à Adrien Chaltiel de Eldorado Mhm. qui a accepté de faire une session pour challenger mon deck. J'ai eu sous ce format-là plusieurs... je pense que j'ai bien eu 4 ou 5 appels vraiment qui avaient pour objectif uniquement de me challenger sur le deck Génial. avant que je puisse le présenter à des fonds en conditions réelles. Et pareil pour la data room, pour le BP. Ça avait été vraiment travaillé et challengé en amont. Ok, bah, c'est ce qu'il faut faire, c'est essentiel. Euh, du coup, tu te lances et ça a duré combien de temps ce process pour la deuxième levée? Alors, le process de préparation a duré, je pense, 2 mois. Ok, Et le process entre le moment où j'ai commencé à faire des calls VC et le closing de la levée a duré 6 mois. ok. Ce qui est en fait un bon timing. Hein. Ok, Ok, donc 2 mois de préparation. ça paraît long, six Ça mois. paraît long quand on est dedans. Ouais. 6 mois en comptant tout ce qui est la fin du deal et les papiers. Donc ouais, donc, en fait presque 4 mois plus 2 hein, en général, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Euh, du coup, est-ce que c'est quand le bon moment pour lever pour toi? Est-ce que là c'était le bon moment pour ces Bah, deux levées que tu as faites? en fait, dans mon activité, on a un énorme pic en fin d'année. Oui, Parce que c'est les cadeaux on quoi. fait des cadeaux au fil de l'eau sur des scénarios automatisés, mais dans les faits, tous nos clients font aussi des cadeaux de fin d'année à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs collaborateurs. Et donc forcément, on a un énorme pic de consommation à ce moment-là. Donc pour moi, le bon moment pour lever, c'est juste après ce pic-là, parce on a un momentum qui est important. On a des chiffres sur le dernier trimestre qui sont vraiment, vraiment bons. Et donc, c'était assez naturel de se dire, on se lance en début d'année. Et d'ailleurs, si je dois refaire une levée, je prendrai aussi cette décision-là, de surfer sur la vague des fêtes de fin d'année. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il faut faire cette levée après une bonne période où on a fait vraiment du CA. Quoi. Donc pour toi, c'est après les fêtes de fin d'année. Ça fait écho à l'épisode avec Mathieu Burin d'EMEA. Effectivement, il dit après la période des travaux, après l'été, bah, c'est là qu'il faut faire la levée. Donc c'est vachement intéressant ce timing. Et on n'y pense pas forcément au début, on n'en a pas forcément conscience. Mais quand on peut la faire au moment où en fait on est la plus belle mariée d'une certaine façon, bah, ça va être beaucoup plus simple à faire. C'est quoi les éléments clés que tu as mis en avant, au-delà de ton chiffre d'affaires et ton EBITDA, que tu as mis en avant pour convaincre ces investisseurs? Un des éléments clés, c'était le fait qu'on soit capable de développer nos comptes existants. Ok, De se dire un client qui signe avec nous et qui dépense 100 par an, en fait, au bout d'un an, il dépense 300. waouh. Donc c'était vraiment un des éléments clés
est hyper positif. Sur notre modèle qui est... Donc, le côté recurring et augmentation du panier moyen. C'est Ok. ça. Et en fait, ce qui peut faire un peu peur sur un business comme le mien et dont j'avais conscience, c'est qu'on n'est pas un pur SaaS. Mhm. Au final, dans le CA que nous font chaque client, que nous fait chaque client, l'abonnement représente une part infime. Mhm. Notre CA, il est largement fait par leur consommation, donc par les cadeaux qu'ils achètent et les prestations de logistique, de transport qui prennent via nous. On pourrait dire que tu es un SaaS e-commerce, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, parce qu'on n'est pas non plus totalement une marketplace, vu que on est plus sur un modèle d'achat-vente. Donc, Mhm. on est un espèce de modèle qui n'est pas forcément Mhm. compris ou connu aujourd'hui Ouais. par les VC. Vous cochiez pas les cases, quoi. Vous n'étiez C'est pas un ça. SaaS B2B, quoi. C'est ça. Classique. Et d'ailleurs, le fait qu'on ne coche pas toutes les cases a été un facteur qui, pour un certain nombre de fonds, nous a tout de suite mis de côté. Ok. Ce qui est difficile, dans le sens où on a besoin de closer des fonds, et il y en a certains qui nous font sûrement envie et qui sont pas intéressés par le modèle, mais ça permet de pas faire 3-4 rendez-vous pour rien avec certains de ces fonds. Oui, et puis même ensuite, sur le long terme, en fait, on a tout à gagner à avoir des investisseurs qui comprennent notre modèle, qui y croient et qui veulent pas à tout prix nous faire rentrer dans des cases. Mhm. D'ailleurs, suite à cette deuxième levée, on s'est rendu compte que à essayer à tout prix de vendre de l'abonnement et de rentrer au maximum dans des cases d'un business SaaS, on Mhm. perdait beaucoup de clients Ah mince. qui sur un marché de gifting, et sachant que la consommation peut représenter une part importante, en fait ne sont pas prêts à payer un gros abo. Et donc depuis cette levée, on a pas mal changé notre business pour vraiment notre pricing, pour vraiment se concentrer à fond sur la consommation et que ce soit beaucoup plus fair et beaucoup plus simple à comprendre et à accepter Ok. pour nos clients. Et d'ailleurs, ça a eu un impact assez fou parce que notre cycle de vente, qui était de 3 mois à l'époque, Mhm. à l'ancienne époque où on vendait de l'abonnement avant tout, il est passé à 6 semaines aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, entre le premier rendez-vous et une signature, on met 6 semaines, ce qui est... Rien. Vous l'avez divisé par ouais. 2, quoi. Ouais. Incroyable. Et du coup, vos invests vous ont accompagné dans ce changement? Ouais. Et tout le monde a été OK et nous a encouragés à faire ce move. Ok. Du coup, tu nous as pas dit les noms de ces investisseurs de cette deuxième levée. Alors, non mais il y en a beaucoup, donc j'ai pas envie Les d'en froisser. Non, J'ai non, pas non. envie Alors, d'en froisser alors si j'en voilà. oublie. Prenons des pincettes. L'idée, c'est de ne froisser personne. Du coup, c'est moi qui vais te guider, chère Léonie. Quels sont les principaux, les plus gros? On a un fonds VC qui s'appelle Scale Fund, qui est un fonds bruxellois, Ok. qui nous a accompagnés sur ce tour. Super intéressant. Comment tu les as rencontrés? Tiens, c'est rare d'avoir des fonds belges. Via un business angel qui était rentré au premier tour Mhm. et qui m'a dit j'ai Scale Fund qui est à mon capital, tu devrais les rencontrer, ils sont géniaux. Ok. Et de fait, ils sont géniaux. Donc, Trop bien. et pour la petite anecdote, moi j'ai grandi à Bruxelles. Donc je Ah. trouvais ça en plus assez Ah marrant. bah ouais, le clin d'œil est canon. Ok. On a le fonds Altavia Corporate Ok. Venture, qui s'appelle Altavia Adventure, je crois, Mhm. officiellement, qui est donc le fonds du groupe Altavia, qui est un très très gros groupe de com qui accompagne beaucoup d'acteurs du retail. Ouais. Donc ça avait énormément de sens pour nous, vu qu'un des objectifs de la levée, c'était justement de se renforcer auprès d'une cible grand compte, notamment dans le retail. Ok. Ensuite, on a un fonds du Crédit Agricole Ok. qui nous a accompagnés, Qui est ton client aujourd'hui? qui est mon client, qui était déjà mon client et qui est encore plus mon client aujourd'hui. Ok. Euh, Et tu parlais de business angel. ouais. Du coup, c'est des gros business angels, c'est des tickets importants que tu as eu sur cette. Après, dans les fonds, je voudrais quand même Pardon. citer aussi Super Capital, Ah bah oui. qui nous a accompagnés sur cette levée et qui a une proposition de valeur que je trouve vraiment intéressante, Mhm. parce qu'il propose des super ateliers, des super assets pour derrière nous accompagner dans l'opérationnel. Donc vraiment, Donc de l'accélération. ouais, carrément. Mhm. Là, tu vois, on se parle ce matin, cet après-midi, il y a un atelier avec Super Capital sur le développement commercial, Ah génial. auquel participe mon directeur commercial, et on est vraiment hyper content Mhm. de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est le petit shout-out à Super Capital. Ouais, merci Super Capital. Et en plus, un process, pour le coup, un process d'investissement très transparent, très simple, très clair, des décisions prises rapidement. Enfin, vraiment,
Ok. J'envoie un peu du love. Ah, de ouf. Mais quelle ambassadrice. Et après, beaucoup de business angels. Ok. On les embrasse tous très qu'on fort. embrasse tous très fort. Et mon papa. Ah Parce ouais. qu'il faut quand même le citer. Ok. Qui est entrepreneur, qui mettait déjà des tickets dans des startups ou juste qui a vraiment voulu te soutenir sur ce... Non, qui a vraiment voulu me soutenir. Ok. Il me conseille beaucoup sur Je dis merci Ok. depuis la création. Et donc, je suis très contente aussi Waouh. de l'avoir en investisseur. Ah ouais, ça c'est canon. Ça c'est du love, quoi. Ok, mais tu vas lui rendre, tu vois. C'est comme les parents de Jeff Bezos, ils regrettent pas une seconde d'avoir investi chez... Ouais. Enfin, il y a d'autres questions d'éthique derrière qu'on n'abordera pas forcément, mais en tout cas, ils sont milliardaires grâce à leur fils, tu vois. J'embrasse très fort mes enfants. Quels sont Du coup, on a l'impression que c'est passé crème, cette deuxième levée de fonds, mais j'imagine qu'il y a quand même eu des défis, que ça n'a pas été si facile que ça. C'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés? Alors, donc, niveau timing, j'ai lancé le roadshow début janvier. Ok. J'ai commencé à avoir les premiers calls, j'étais à fond, etc. Et puis, fin janvier, j'étais fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi. Mhm. Quelques semaines plus tard, je me rends compte que j'étais enceinte. Oh là là. Et j'ai été malade comme un chien pendant 3 mois. Mhm. Mais pas malade comme on peut s'imaginer, avec des nausées, etc. Plus avec un côté narcoleptique, où à partir de 16h, je m'endormais à mon bureau, je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts. Donc ça a un petit peu complexifié Mhm. la levée. Le premier trimestre peut être compliqué. Et là, pour le coup, quand t'es à plat Ouais, et enlevé. c'est le bon, moi j'étais complètement à plat. Donc je pense que c'est un début de levée, c'est vraiment un moment où il faut être plein d'énergie, montrer qu'on a... Qu'on a la qu'on a niaque, qu'on envie en d'aller veut. d'aller grimper tous les sommets, de réussir à tout. C'est pas hyper compatible avec le fait d'être super fatigué. Okay. Donc je pense que ça m'a un peu pénalisée. Ralenti Bon, peut-être. peut-être ralenti. Après, ça a permis de faire le tri. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai en tête, par exemple, il y a certains fonds avec qui les process ne sont pas forcément bien passés et sur lesquels je ne suis pas fan de l'éthique qu'ils mettaient en avant. Okay. Et ça a pas mal fait le tri parce que les fonds qui me demandent des infos le soir à 19h et qui me relancent le lendemain matin à 8h30 si je ne leur ai pas envoyé les infos, de toute façon, moi, à 19h30, je dormais. Donc je n'ai pas pu leur faire les documents qu'ils demandaient et ça a effectivement fait le tri là-dessus. Et en même temps, je suis assez contente de ne pas travailler avec des gens qui veulent que Ah ouais, au quotidien, ça peut être un cauchemar. Un cauchemar. Ok. Et du coup, est-ce que après les 3... du coup, j'ai 3 enfants. Du coup, j'ai vu ma femme les porter. Est-ce qu'après les 3 premiers mois, après le premier trimestre, est-ce que tu as eu un boost d'énergie? Question très personnelle. Non, pas vraiment. Globalement, j'ai quand même été assez fatiguée. Après, l'énergie est peu à peu revenue, mais pas mal de fatigue quand même. Donc un vrai challenge, quoi. Faire ça, une levée de fonds de 3 millions enceinte, quoi, dans les premiers trimestres de grossesse, quoi. Ouais. Non, mais c'est... A posteriori, je me demande un peu comment j'ai réussi, mais ça s'est fait. Mais ça, c'est fait. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as pu plus profiter de ta fille après? Pas vraiment, parce que du coup, elle est née, on venait de faire la levée, et dans les quelques mois après une levée, tu as quand même beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à mettre en place. Donc j'ai réussi quand même à couper un peu. Je suis assez fière d'avoir pu couper, mais dans les faits, j'ai coupé 2 bonnes grosses semaines. Ok, ça fait court. Mais ensuite, je suis restée assez cool pendant 2 mois. Ok. Du coup, je vais te poser une question que je pose en général beaucoup plus tard dans le podcast, qui est comment tu as géré? Tu vois, comment tu as géré avec ton équipe, tes amis, ton mari, enfin ta famille? Parce que là, pour le coup, sacré challenge perso. Ouais, d'autant que tu disais dans le début du podcast, on habite à Grenoble. On a décidé d'aller habiter à Grenoble il y a 4 ans. On était parisiens, mais on avait envie de montagne. Donc on est parti à Grenoble alors que nos familles ne sont pas du tout dans le coin. Donc on est vraiment seuls avec mon mari à Grenoble. On a des amis, mais on n'a pas du tout de famille. Ce qui est un challenge, je pense, pour toute personne qui a des enfants. En bas âge, mais avec le combo pas de famille proche, plus entrepreneur, etc. Donc, sur cet aspect perso, j'ai énormément de chance. Mon mari a pu prendre un congé parental de quasiment 1 an. Ah ouais. Donc, ce qui
aide quand même beaucoup. Et merci Benoît pour ce don de ta personne. Waouh, c'est le moment de remercier les papas, mais carrément. Ouais, et vraiment, c'est une décision qui n'a pas été comprise par beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas le papa qui doit prendre un congé parental. Mais j'espère que les choses vont changer parce que pour lui comme pour moi, c'était génial. Et attends, mais je crois que je me suis perdue totalement. C'est pas grave, j'allais dire, mais il a tellement de chance. Il a pu profiter de sa fille sur la première année, mais quel kiff, tu vois. Moi, je sais que j'ai beaucoup profité de mon aînée aussi. C'est une fille, hein, c'est ça? C'est une fille, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai aussi beaucoup profité de mon aînée quand elle était petite. Et enfin, ces moments-là sont canons. Et c'est rare qu'un père le fasse, donc c'est trop bien. Ouais, il a adoré. Là, il est reparti au bureau il y a 1 mois. Et ça va, on a trouvé un rythme. Mais je sais que ça lui manque beaucoup de pas être au quotidien avec elle. Donc du coup, ça c'est ta famille, en tout cas ton mari qui a pu prendre ce congé parental, et ton équipe. Et mon équipe, alors comme ce qui est bien, c'est que quand on attend un enfant, c'est pas comme quand on tombe malade. On a quand même un peu de temps pour anticiper et on sait à peu près quand va arriver la pause. Donc pour anticiper au mieux, je me suis fait coacher. J'ai fait appel à une coach pendant l'été, je pense 4 mois avant la naissance de ma fille, qui m'a accompagnée pour vraiment remettre à plat l'organisation, bien réfléchir à comment déléguer les différentes tâches qui m'incombaient au quotidien. C'est le bon mot. C'est le bon mot. J'étais pas sûre. Et donc voilà, elle m'a beaucoup aidée à mapper l'organisation cible pour que je puisse faire une pause. Et elle m'a aidée aussi à bien former les équipes. Ok, coaching en orga en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc il y a des membres de ton équipe que tu as empowerés à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Et a posteriori, je pense que ça a globalement bien fonctionné. Il y a peut-être quelques personnes à qui j'en avais donné trop. Donc si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de dispatcher encore plus mes tâches pour pas qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui se retrouvent avec beaucoup de choses à gérer pendant quelques mois. Ok, super intéressant. Parce que tu es la seule fondatrice de la boîte. Hein. Ouais. Oh, d'accord, solo founder. T'étais stressée lors de ces... Alors, la première levée, ça s'est super bien passé, donc j'imagine que t'as pas forcément eu le temps d'être stressée. Tu me confirmes? Pas du tout de stress. Et la deuxième, du coup, bon, situation compliquée, en tout cas pas idéale, pas celle que tu avais imaginée. Est-ce que tu étais stressée? Ah ouais, j'étais super stressée. J'étais super stressée parce que je m'imaginais le pire des scénarios dans lequel ça traînait, et je me retrouvais à 1 mois d'accoucher sans avoir réussi à lever des fonds. Donc ouais, j'étais hyper stressée de ça. À signer les term sheets à la maternité? Ouais. Mais comment t'as fait pour le gérer, ce stress-là? Mais en fait, je dis que j'étais stressée. Je suis pas très sensible au stress de base. Donc, je pense que mon niveau de stress extrême pour quelqu'un pourrait être un petit stress qu'on ne repère même pas. Quoi. Donc, j'ai toujours très bien dormi. J'ai quand même... j'ai cette chance-là de ne pas être hyper rongée par le stress. Et après, comment je l'ai géré en mettant les bouchées doubles pour essayer de closer au plus vite la levée. Hein. Ok. Ça a été ça. C'est plus travaillé. Ouais. Ok, c'est intéressant. Plus de sport, plus de méditation, plus de temps... Non, ça malheureusement, le sport... J'ai fait énormément de sport avant Jeudi Merci. Je faisais du triathlon longue distance, donc j'ai fait beaucoup. Et entre la création de Jeudi Merci, le Covid, juste après le Covid, je me suis cassé le bras. Enfin bref, j'ai mis trop longtemps en pause le sport. Donc là, petit à petit, j'arrive à retrouver du temps. Mais c'est vrai que ça m'aurait pas mal aidé pendant la levée à décompresser. Donc ça, c'est souvent dans mes objectifs perso de réussir à recaler du temps là-dessus. C'est souvent du coup, c'est aussi un moment d'échange tous les deux, chère Léonie. Vraiment, une chose qui est partagée, conseillée par les entrepreneurs qu'on reçoit à ce micro, hein, celui de faire du sport régulièrement. Et souvent le triathlon, hein, c'est marrant, on a beaucoup de triathlètes qui viennent. Donc voilà. C'est un sport qui permet vraiment une hygiène de vie assez optimale parce que quand je préparais mes courses, je devais m'entraîner 15 heures par semaine. Wow. Donc en fait, ça te pousse à organiser ton emploi du temps
pour ton bien-être et pour faire du sport plutôt qu'en fonction de tous tes objectifs pro. Et in fine, bah, tu arrives à faire tenir sur des journées un peu plus courtes beaucoup plus de boulot parce que tu es beaucoup mieux dans ta tête. Donc voilà, objectif 2024 Go, pour go, moi. go. Il faut booker le triathlon et puis après se dire qu'on n'a pas le choix. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il est booké d'ailleurs, en août. Trop bien. Moi, il faut que je me mette au marathon. Il faut que je passe du semi au marathon. C'est l'année. Et ben, go. Il faut que je le book. Voilà, maintenant je l'ai dit en plus en live, quoi, au micro, mince. Donc on t'attend, c'est en avril le marathon de Paris ? Ok. Non, mais en vrai, ça se fait. Comment tu t'habilles pour aller rencontrer les investisseurs ? Alors aujourd'hui, tu as un magnifique t-shirt Jeudi Merci. Ouais, très très beau. Ouais, superbe, magnifique bleu. Comment tu t'habilles ? Est-ce que tu viens comme ça, brandé Jeudi Merci ? Est-ce que tu t'habilles un peu plus qu'au quotidien ? Est-ce que tu viens tel que tu es ? Écoute, moi, étant basée à Grenoble, je n'ai rencontré quasiment personne autrement qu'en visio. Donc, comment je m'habille ? De la même façon que je vais au bureau. Je suis pas adepte du bas de pyjama haut un peu classe. En général, je m'habille en entier. Il n'y a pas un caleçon baggy en dessous du chemisier, quoi. Non, ça va. J'ai des pantalons assez confortables pour passer toute la journée dedans. Mais du coup, ouais, habillé casual. Tu viens quand même nous dire que tu avais fait l'intégralité de ta levée en visio. Sur ma première levée, j'ai rencontré l'équipe de Shaper Venture. Je pense qu'ils avaient déjà investi depuis 6 mois. Ah ouais. Ouais, donc assez particulier, mais en même temps, ça fonctionnait bien en visio. Et sur la deuxième levée, j'avais quand même rencontré tous les investisseurs qui sont rentrés avant qu'on signe les term sheets. Ok. Donc, sur les derniers rendez-vous avant, ça avait été énormément en visio. Ouais. Et ça n'avait pas gêné ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et je pense que j'ai dû faire des visios avec une vingtaine, trentaine de fonds et j'en ai rencontré une dizaine en physique. Donc je me suis quand même fait pas mal d'allers-retours à Paris. Ok. Tu sais que c'est un super ratio, ça. Ah oui ? Ouais. En général, on entend ici des entrepreneurs qui rencontraient en tout cas sur un premier meeting, 80 fonds. D'accord. Ok. Enfin, c'est toujours bon à savoir. Je pense que j'étais un peu novice et pas très au courant des ratios normaux. Comment tu as géré les négociations, du coup, avec ces invests ? J'ai une super avocate. Ah ! Ouais, j'ai Mégane, si elle entend. C'est le jour du love. Ouais, c'est le jour du love. Non, franchement, j'ai une super avocate qui arrive très bien à se mettre à mon niveau de compréhension pour tout m'expliquer de façon claire, m'expliquer ce que je peux accepter, ce que j'ai intérêt à ne pas accepter, ce qui est market practice, ce qui ne l'est pas. Et donc, elle m'a beaucoup aidée dans les négos. Tu l'as choisi pour la levée de fonds ? Tu l'avais déjà avant sur d'autres sujets ? Je l'avais choisi pour la première levée de fonds sur les conseils de Super Capital, qui n'étaient pas encore On est d'accord, rentrés. qui n'étaient pas encore rentrés. Non, que je les avais rencontrés, je ne sais plus comment. Il m'avait dit, mais tu devrais rencontrer Mégane. Et j'avais rencontré Mégane et ça avait bien matché. Ok, donc là, tu t'es vraiment fait accompagner là-dessus pour la négo. Ouais. Ok, et avec Mégane, tout s'est passé facilement, quoi. Enfin, ok. Est-ce qu'il y a des clauses qu'on t'a proposées qui étaient genre vraiment indécentes, quoi ? Et écoute, il y a une clause, moi, qui me semblait étonnante sur les liquid pref. Ok. C'est quoi ça, les liquid pref ? L'idée, mais alors, je vais peut-être froisser toutes les personnes qui s'y connaissent bien et qui nous écoutent, parce que je suis pas sûre d'utiliser les bons mots. Mais donc, l'idée, c'était que en cas de revente sur une valo inférieure à la valo de la levée finalisée, les investisseurs rentrés les derniers soient favorisés par rapport à moi. Ce qui, en soi, est assez fair, je trouve. Et on m'avait demandé de faire une double liquide pref, donc d'étendre cette clause en disant que si la valo de revente était inférieure à 2 fois la valo de la levée du tour, il y a aussi une répartition un peu différente. Je schématise. Et ça m'étonnait sur le papier. Et au final, dans la négo, le fonds qui avait proposé ça m'a envoyé une simulation en me disant, voilà toutes les hypothèses de valo à la revente, de valeur de vente de Jeudi Merci, et la façon dont serait réparti le cash. Et cette démonstration montrait que c'était assez fair, donc j'ai accepté le... Ok.
La clause en question. La clause Mais en tu avais question. vraiment besoin de la comprendre et ça, c'est génial. Ouais. Et ça, et je pense que j'y aurais pas pensé naturellement à me faire un spreadsheet avec les valeurs de revente et la répartition du cash. Et finalement, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Mhm. Est-ce que ça fait pas bizarre au moment où tu fais ta levée de fonds qu'on te parle de revente? Parce qu'en fait, pour les invests, bien sûr, hein, c'est ça le endgame. Est-ce que ça n'est pas bizarre de se projeter dans la vente de sa boîte alors qu'en fait, ça fait que 2-3 ans et qu'on est en train de lever 3 millions pour assurer sa croissance? Écoute, je pense que c'est l'objectif final des investisseurs et in fine, quand on entreprend, c'est aussi pour créer de la valeur. Mhm. Euh, donc, donc ça m'a pas tellement choqué parce que je pense que dans ma tête aussi, l'objectif c'est de réussir un jour à vendre Jeudi Merci sur une valeur largement supérieure à la mise de départ. Au final, je suis investisseur dans ma propre boîte Bah, bien aussi. sûr. J'investis surtout mon temps et pas tellement de capital, mais c'est aussi mon objectif. Ok. Ouais, super intéressant. C'est essentiel d'être dans ce mindset-là hein, quand on va lever des fonds VC. Est-ce que tu as des red flags chez les investisseurs? Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui se sont vraiment mal passés et tu te dis que si tu fais une prochaine levée, là vraiment, ce type d'investisseur, c'est no way? Ouais, il y a un investisseur avec qui j'ai eu pas mal. Non, il y en a même deux avec qui Mhm. j'ai eu pas mal de red flags. Le premier, c'est le fonds qui me demandait des choses sur des délais assez serrés, qui vraiment, j'ai eu le sentiment de me faire presser comme un citron. Mhm. Ça a duré bien 2 mois et demi, 3 mois. Je les ai rencontrés 4 fois. Mhm. C'est un fonds en plus dans les rendez-vous que j'ai fait. C'est un des seuls endroits où les partenaires m'ont demandé si j'avais prévu d'avoir des enfants. Enfin, Ah ouais. je l'ai pas trop senti. Mhm. Et j'ai eu un autre red flag avec un fonds. Donc j'avais passé le call avec l'analyste. Je rencontre un partenaire. J'ai eu 1 heure et demie de call avec le partenaire. Je n'ai pas pu caser un seul mot. Ah ouais. Moi, je l'ai écouté m'expliquer comment il fallait que je gère mon business. Mais donc ça, voilà, ça aussi, énorme red flag. Et bon, de toute façon, ils n'ont pas donné suite, mais j'aurais pas Ouais, donné suite non plus. ouais, c'est sûr. Du coup, ça, c'était pire rendez-vous investisseur. Ouais. Est-ce que tu en as des qui sont super bien passés? Coup de cœur, de ouf, quoi. Euh, Love at Écoute, first sight. ouais, il y en a où vraiment ça s'est bien passé. Alors, pourtant, des fonds qui ont finalement décidé de ne pas rentrer, Mhm. mais sur lesquels j'ai apprécié le process, où je me Mhm. suis sentie challengée de la bonne façon, où j'ai trouvé les remarques pertinentes et où ça m'a fait avancer. Dans la réflexion sur la boîte, quoi. Ouais, j'ai 2-3 fonds que j'ai beaucoup aimés. Je pense à Isaïe, notamment. Avec qui vraiment les calls que j'ai eus T'en fait réfléchir. m'ont bien fait réfléchir. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait, ce temps-là, c'est un moment où tu remets ta stratégie à plat. Déjà, enfin, tu la remets à plat, tu la redessines sur le long terme, et puis tu es challengé par des gens qui voient des dizaines, des centaines de boîtes tous les ans, enfin toutes les semaines même. Ouais. Non, mais et vraiment, il y a certains fonds avec lesquels c'était top. Après, je vais peut-être me faire des ennemis en disant C'est pas ça. grave, on assume. Mais je trouve qu'une des complexités, c'est que quand tu ne réussis pas à avoir un premier call avec quelqu'un de senior dans un fonds, Mhm. tu te retrouves souvent en premier call avec un stagiaire analyste Mhm. qui, en fait, est encore dans ses études, a jamais vraiment travaillé dans une entreprise. Mhm. Et donc, l'impression que j'ai eue, c'est que finalement, tu réussis à passer cette étape du stagiaire analyste si tu as les bons buzzwords. Ouais. Le bon pitch. Ouais. Et donc, ça, je trouve ça très dur parce que j'ai l'impression que finalement, ça ne... C'est pas le bon filtre, quoi. Ouais, c'est pas le bon filtre et ça ne préjuge en rien de la vraie valeur de ton entreprise. Mhm. Et ouais, j'ai eu des calls Après, assez stratosphériques. ouais, je comprends. Après, il y a d'excellents stagiaires Oui, analystes. bien Hein. sûr. Je fais un petit shout-out à Paul Lecos, qui était le stagiaire de Pitch My Startup pendant des années, qui a puis après été stagiaire analyste chez Paris Business Angel. Lui était sharp. Hein. Mais, Ok. donc, c'était peut-être pas les bons. Mais Paul, qui était aussi à la jeunesse de notre podcast, là, pour le coup, tu serais tombé sur lui. Je pense qu'il t'aurait bien challengé Ok. également. C'est quoi, du coup, le pire conseil qu'on ait pu te donner pendant ce process?
il y a eu des bons conseils, et du coup, je suis aussi intéressé par les bons conseils, mais c'est quoi le conseil où tu te dis, non, mais sérieusement, ils n'ont rien compris, quoi. J'en ai pas vraiment en tête. Je pense... On a eu la pire remarque. Est-ce que vous pensez avoir des enfants? Là, Ouais, clairement. c'est la pire remarque. Mais non, pire conseil, c'est quelqu'un qui, à la fin du call, m'a dit non, mais je pense que tu te fourvoies totalement en essayant de lever des fonds auprès de VC. Essaye plutôt d'aller trouver des business angels. Ok. Et on rappelle quand même que tu as levé 3 millions en seed en 6 mois, quoi. Ouais. Donc lui avait tout compris, hein, clairement. Mais après, peut-être qu'il avait ses raisons de penser ça. Juste, c'était un peu trop... Enfin, c'était peu actionnable de mon côté. Sans C'était un peu vraie péremptoire, raison quoi. détaillée. Ouais, c'était délit de sale gueule, quoi. Ouais, un peu. Ok, donc ça clairement, c'est pas un bon conseil. Et le meilleur conseil, est-ce que tu t'en rappelles? Vraiment, une personne qui t'a donné un conseil où tu te dis, ah ouais, non, ça c'est smart, j'y ai pas pensé. Et derrière, ça a les implications sur ton business, sur ta façon de présenter, sur le roadshow. Je peux passer une question parce que j'en ai pas en tête. Et c'est ça. Alors, au début, quand on a pensé le concept de ce podcast, on a hésité à vous donner des jokers pour pas répondre aux questions. Donc, tu utilises ton joker? Non, mais dans ce cas, je peux continuer à envoyer du love ou pas? Mais autant que tu veux. Non, parce que les meilleurs conseils, pour moi, sont pas venus de fonds que j'ai rencontrés, Ok. mais sont venus de Ludo de Shaper Venture, qui était rentré avant, qui m'a vraiment conseillé pendant toute la levée. Ok. Et je pense vraiment que sans son aide et sa présence, j'y serais pas arrivée. Ok. Wow. Donc, so much love. Ok. Donc là, Mais je pense qu'une des choses qui revient à travers le fait d'envoyer du love, c'est qu'il faut être bien accompagné et que c'est ça qui change la donne. c'est essentiel déjà parce qu'on se sent bien et parce que les gens sont bienveillants et que du coup, on se sent entouré, on se sent accompagné. Ok. Est-ce que tu as mis en place une stratégie de com spéciale pour avant la levée, pendant la levée, après la levée? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Là, on rentre dans un sujet intéressant. On n'a pas tellement travaillé Parce que jusqu'à maintenant, Ouais. pas du tout. Non, mais où je vais dévoiler des choses sur j'adore. l'envers du décor. J'adore. Je pense que c'est important pendant une levée d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Mhm. Par exemple, tu lèves en disant que tu veux te concentrer sur les clients grands comptes, annoncer au fil de la levée, au fait, on a signé tel grand compte et tel grand compte. Ça aurait été génial. Ouais. Mais Là, c'était pas le cas. Mais on n'a pas réussi. Non, en fait, donc on a lancé la levée en janvier. Vraiment, le business allait super bien. Et je pense en mars-avril, tout a un peu changé parce que nos clients qui étaient des grosses scale-up ont commencé, eux, à se dire on va pas pouvoir relever dans les mêmes conditions. Donc, on va couper un peu nos budgets pour étendre notre runway, etc. Donc, en fait, de façon simultanée, au moment où j'avais lancé la levée, on a eu pas mal de mauvaises nouvelles chez nos clients. Ok. Qui réduisaient leur budget, coupaient leur budget. Alors, ça nous confortait dans l'idée conseillé par les VC que tu allais voir. Ouais, un peu. Mais du coup, ça nous confortait dans l'idée qu'il fallait commencer à s'adresser à des grands comptes et plus trop à des entreprises qui étaient trop dépendantes de financement externe. Okay. Mais du coup, pendant toute la levée, on a plutôt eu des mauvaises nouvelles. Et tu vois, en fin d'année 2022, on avait, de nos clients historiques, on en avait perdu quasiment un quart. Wow. Donc, plutôt hyper mauvaise nouvelle. Ouais. Après, ça nous a forcé à mettre en place une nouvelle strate, plein de nouvelles choses. Et on réussit là en 2023 à faire une croissance assez dingue grâce à cette nouvelle strate. Donc, on est hyper content et finalement, tout va bien. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez compliqué. De se dire, il faut qu'on annonce des bonnes nouvelles, qu'on montre qu'on atteint les objectifs fixés. Et en fait, la réalité du business fait que c'est pas le cas et qu'il faut qu'en parallèle, on gère une restructuration, un refocus de stratégie pour réussir à se sortir d'une mauvaise passe. Est-ce que tu dirais que tu as levé dans les moins bonnes conditions de ce fait? Je pense que les conditions n'étaient pas excellentes. Après, je pense que les conditions auraient pu être pires. Tu vois, j'aurais pu être à
à 1 mois de ne plus avoir de cash ou des choses comme ça. Là, au moins, je levais. Si la levée avait pris 3 mois de plus, c'était pas non plus la cata. Ok, donc ça, c'est vachement important. Est-ce que tu as prévu de lever de nouveau? Et si oui, comment tu prépares ton entreprise à cette prochaine levée? Alors, c'est en cours de réflexion. Parce que, donc, on a décidé donc, de se concentrer sur des grands comptes de B2C, là où, historiquement, on avait plutôt des clients B2B. Okay. Donc, on commence à travailler avec des acteurs du tourisme, avec des acteurs du retail, et c'est génial. Enfin, vraiment, d'un point de vue valeur cool. Que ça nous apporte, c'était le bon move à faire. Et je commence à entrevoir des opportunités plus larges auprès de ces acteurs, qui nécessiteraient de faire énormément évoluer notre tech et de développer notre proposition de valeur bien au-delà d'uniquement le cadeau, la récompense physique. Donc ça, c'est un plan que je suis en train de travailler, et je pense que pour lui donner vie, il faudra une nouvelle levée parce qu'il faudra investir sur de la tech. Et pourquoi pas faire du build-up et acquérir des acteurs très spécifiques pour adresser ce marché B2C. Là, je te partage plein de choses ultra confidentielles. Alors, du coup, on a envie d'avoir l'épisode d'après, quoi. Ah non, mais c'est obligatoire. Donc, je pense que tout le monde va suivre l'actualité de Jeudi Merci. Tout le monde va aller te suivre sur LinkedIn ou ça sur Instagram aussi. Il faut te suivre où pour savoir? LinkedIn. LinkedIn. Plutôt sur LinkedIn. Ouais, pour savoir. What are we talking about? Ok. Donc, une prochaine levée et plein de belles Peut-être, surprises. on ne sait pas. Peut-être. C'est hypothétique encore. Tout à fait. Voilà, on enregistre là en septembre 2023. Pour l'instant, rien n'est lancé. Voilà. Pour ceux qui l'écoutent d'ici quelques mois, vous aurez déjà les réponses et ce sera d'autant plus intéressant de réécouter l'épisode. On arrive sur les dernières questions. Quels sont les principaux enseignements que tu as tirés de ces expériences de levée de fonds? Je pense qu'un des principaux enseignements, c'est qu'il faut se faire confiance et que l'aspect fit, en fait, c'est ce qui compte le plus. C'est le fonds d'investissement qui a pignon sur rue et qui est vanté par tous comme étant le meilleur. Si en fait, tu n'as pas un bon fit avec les personnes qui bossent là-bas, derrière, c'est... Même s'ils investissent, ça peut devenir un enfer pour ton business. Et je pense que ce que j'ai appris, c'est que travailler avec des gens, et notamment des investisseurs qui partagent mes valeurs, qui partagent ma vision, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à me suivre, à m'écouter plutôt qu'à m'imposer leur façon de faire, en fait, c'est hyper précieux et ça permet d'avoir une vie agréable. Bah ouais. Et d'aimer travailler avec eux, les rencontrer, venir jusqu'à Paris pour les voir. Tout à fait. Ok. Alors, normalement, la dernière question avant de conclure ensemble, c'est est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs investisseurs qui t'ont particulièrement aidé? Et en même temps... J'ai déjà envoyé beaucoup de love. Je pense que... Tu as envoyé tellement de love pendant cet épisode qu'à mon avis, là, si tu veux... Mais si tu te dis qu'il y en a un que tu as oublié, vas-y, quoi. Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Mais donc, désolée si j'ai oublié quelqu'un. Parce que sinon, ça pourrait durer des heures. Ouais. Je pense notamment à Solène et Thomas qui nous accueillent ici dans leur studio, qui ont également été un énorme support pendant cette levée. Ça a été ma hotline support. Attends, mais tu peux pas nous laisser là-dessus. Solène et Thomas de Feuille Blanche, comment ils t'ont aidé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, Solène est membre du board Jeudi Merci. Elle suit l'aventure Jeudi Merci depuis le début et elle y a d'ailleurs cru dès la création. Et ça a été vraiment ma hotline support pendant toute la levée. Wow. Je pense déjà sur la partie grossesse, elle a été au courant avant même mes parents. Parce qu'elle a elle-même deux super petites filles. Donc elle pouvait te guider, t'aider. Elle pouvait me guider. Et vraiment, c'était super parce que tes potes
Moi, mes potes ne sont pas entrepreneurs. Donc, ces sujets de levée de fonds, ils peuvent écouter, mais ils n'y comprennent rien. Et ça ne les intéresse pas forcément. Ce qui était super, c'était d'avoir quelqu'un à l'écoute qui comprend, qui peut challenger, qui peut poser les bonnes questions pour avancer de façon saine et équilibrée. Génial. Et ils m'ont ouvert aussi leur réseau d'entrepreneurs, ce qui m'a beaucoup aidé sur la levée. Donc voilà, dernier love de l'épisode pour Solène et Thomas. Dernier coup de love, et du coup, c'est l'occasion aussi de leur donner un énorme coup de love. Merci Thomas Benzazon. Merci Solène Etienne, merci de nous accueillir ici dans les magnifiques studios de Feuille Blanche. On est trop bien et on va rester ici. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et merci aussi pour la mise en relation avec Léonie, on peut le dire maintenant. Effectivement, on dévoile l'envers du décor. Exactement, on vous dit tout, on est transparent. C'est grâce à Solène et Thomas si cet épisode a lieu aujourd'hui. Est-ce que tu as un entrepreneur que tu aimes profondément ou que tu connais, que tu as envie de connaître plus et que tu aimerais entendre dans ce podcast en guise de dernière question? Ouais, moi, il y a une entrepreneure dont je suis assez fan, je dois le dire, qui s'appelle Anna Balaise. Ok. Peut-être que je prononce mal, et désolée si je prononce mal, et qui a créé Lizzy, qui est une plateforme, une tech qui aide les marques du retail à passer à l'économie circulaire en proposant des services de location de vêtements ou matériel ou autre, ou de la seconde main. Et à titre personnel, je pense qu'elle a créé la boîte que j'aurais rêvé de créer. Parce que je trouve que c'est vraiment la consommation de demain. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Ah, c'est sûr. Bon, on va lui écrire tout de suite après ce podcast. Chère Anna, on t'attend avec impatience sur ce podcast. Alors, en guise de conclusion, je l'ai annoncé dès le début, 10 minutes maximum, 10 questions plus personnelles que tu peux relier ou non à ta vie d'entrepreneur. Question numéro 1. Quelle est ta plus grande fierté? Est-ce que c'est trop cliché de dire ma fille? Écoute, c'est souvent la réponse qu'on a. Ouais, non, parce qu'elle est, elle est fantastique. Elle a 11 mois, elle sait dire papa, maman et chien. Waouh. Alors qu'on n'a pas de chien. Donc je pense qu'elle est vraiment brillante. Ah mais c'est sûr, elle va faire Berkeley et Harvard. Très possible. C'est certain. Et le MIT en même temps. Moi, c'est fou, mon fils a mis beaucoup de temps à dire papa. J'étais tellement frustré. Bref. Quel est ton plus grand regret? On fait l'ascenseur émotif. Mon plus grand regret. Très compliqué pour les entrepreneurs en général. Mon plus grand regret, d'accord. J'ai combien de temps pour réfléchir? Joker, quelle est la personne, le film, le bouquin qui t'inspire le plus? Je vais rester dans un thème famille, mais vraiment dans la personne. Je dirais mon papa. Parce que il arrive à s'intéresser à tout, à être toujours hyper positif, à toujours voir le bon côté des choses. Et c'est vraiment un truc qui me rebooste, me remotive quand j'ai tendance à être dans des moments plus dark. Ok. Ah, j'adore. Waouh. Encore une fois, chers enfants, je vous aime très fort. N'hésitez pas à le dire d'ici une vingtaine d'années à la radio. Du coup, je suis moi-même ému. C'est beau. C'est quoi ta journée type? Ma journée type... Alors, en ce moment, ma journée type, c'est... ma fille se lève très tôt. Donc, à 6h30, coucou. Le biberon. Coucou, c'est nous. Ouais. On se prépare tranquillement parce que du coup, on a beaucoup de temps pour se préparer. Je la dépose à la crèche. Je suis au bureau vers 9h moins quart. Canon. Je profite à fond de ma journée de bureau. Quand j'ai le temps, je vais courir le midi. Ouais. Ça, c'est cool. Et j'arrête de bosser très tôt pour aller chercher ma fille à la crèche. Et si besoin, je reprends un peu le soir. Okay. Donc vraiment, c'est ça ma journée type. Et après, on a pas mal d'arrangements. Le jeudi soir, je vais à la piscine. Enfin, j'ai des trucs. Donc le triathlon se prépare. Ah ouais, non, mais tout, il faut vraiment, bien. Il faut bien. Le triathlon, j'adorerais. Course vélo, je me dis que je devrais y arriver. Mais la nage, je n'ai jamais su. Bah ça, faut commencer jeune. Mais en fait, j'ai commencé jeune, mais a priori, j'arrivais tellement pas à me synchroniser que les profs de natation étaient complètement déprimés. Et il paraît qu'il y a un truc physiologique aussi.
sur la composition de notre corps qui fait qu'on flotte mieux ou moins bien. Donc, c'est peut-être pas ta faute. C'est peut-être juste... Non, je pense j'avais 2 trucs. Non seulement j'étais une enclume, mais en plus, la synchronisation, c'est pas mon truc. Donc là, ça faisait 2. Donc, potentiellement, ce sera pas le triathlon. Tu fais quoi le dimanche matin ? Le dimanche matin, on habite à Grenoble pour les montagnes. Donc, en général, le dimanche, c'est montagne. Ouais. On va faire des randos, du ski de fond, des choses de montagne. Voilà, et ça donne super envie d'aller à Grenoble. Non, mais c'est vraiment... donc, le move qu'on a fait vers Grenoble il y a maintenant 4 ans, ça a été le meilleur move pour notre santé mentale. Parce qu'en fait, tous les week-ends, on a l'impression d'être en vacances. Ah, c'est canon. Et c'est vraiment... je pense que la proximité avec la nature, c'est quelque chose qui apaise énormément et qui permet d'être très, très équilibré. Donc, on en est très content. Voilà, le sport et la nature, la clé du succès entrepreneurial. Comment tu vois la suite ? Comment je vois la suite ? Question très large. Eh bien, écoute, je pense que mes principaux défis pour la suite, ça va être des défis humains. Dans la création de Jeudi Merci, moi, j'ai toujours eu en tête de créer l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé de travailler. Et ça passe par un management très bienveillant, beaucoup de liberté de prise de décision accordée aux équipes de Jeudi Merci. Et je suis encore en recherche d'équilibre pour trouver comment allier ce côté bienveillance avec un côté de grande performance. Je pense que c'est un vrai défi pour les entreprises qui essayent d'être bienveillantes, c'est de réussir à être bienveillante tout en poussant les équipes quand même à se donner à fond. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Mais je pense que la recette magique doit encore être trouvée. Donc, pour moi, il va y avoir pas mal de défis liés à ça. Et après, bien entendu, un défi sur le futur, la vision future de Jeudi Merci, parce qu'on est à nouveau dans une période de grands changements. On en a parlé rapidement sur la question de la prochaine levée, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire évoluer dans notre positionnement, dans notre offre, pour devenir vraiment un indispensable de toutes les directions marketing. Dans les secteurs notamment du tourisme et du retail. Ok, j'adore qu'on arrive sur la vision comme ça. Du coup, on va aller encore plus loin à l'étape d'après. C'est quoi ta prochaine boîte ? Eh bien, écoute, je sais pas encore. Je sais pas encore. Moi, ma prochaine boîte, je sais pas, mais je pense que la boîte que je créerai à 55 ans, tu vois, en me rapprochant de la retraite, ce sera un truc très pépère, plus dans l'accueil de personnes. Ok. Je suis assez fan dans ma vie perso d'architecture d'intérieur. On retape d'ailleurs avec mon mari régulièrement des maisons. Et c'est vraiment, et je pense, voilà, dans le futur, créer un lieu vraiment chouette dans lequel les gens ont envie de se réunir et de passer du temps. C'est quelque chose qui me plaira. Ok. Si tu es fan d'architecture d'intérieur, il faut que tu ailles voir l'Instagram d'Emea de Mathieu Burin qui était il y a 2 épisodes. Tu vas voir, c'est vraiment super intéressant. Ça donne plein de très belles idées. Est-ce que tu as un coup de gueule, c'est un peu comme ton plus grand regret, question auquel tu peux encore répondre, mais est-ce que tu as un coup de gueule à passer ? Je peux passer un coup de gueule contre l'administration française ? Allez, putain, je vais faire des copains là. Go. Non, mais pas toute l'administration. Non, mais je trouve quand même que le rôle d'entrepreneur et de chef d'entreprise, comme je suis solo founder, c'est moi qui porte la vision, mais qui fait aussi de l'administratif au quotidien et la gestion de la boîte au quotidien. Et en fait, c'est lourd. C'est très lourd de gérer une boîte. Et je pense que si c'était un peu plus simple et un peu moins galère, j'aurais aussi plus de temps pour me consacrer à des choses vraiment intéressantes. Et deuxième coup de gueule aux clients qui payent en retard, parce que quand même, il y en a marre. Ah, mais oui. Ok, il faut l'entendre. Vous êtes un client grand compte en particulier, vous payez en retard, c'est pas faire, les mecs. On va pas pouvoir continuer à délivrer votre service si vous continuez à vous comporter comme ça. Non, et puis, il y a toujours un petit truc où tu contactes l'équipe finance du client grand compte qui te dit « Ah, mais personne ne vous avait transmis notre facture. » Ouais, elle est bien d'accord. On la connaît. Voilà. 2 vrais coups de gueule, j'aime bien ça. Est-ce que tu as une bucket list ? Et si oui, il y a quoi dedans ? Alors là, ça peut être perso. Bucket list perso, ce serait de réussir à refaire un Ironman un jour. Parce que tu as déjà fait un Ironman ? J'en ai fait 2. Oh my... Quand on parle triathlon, on parle triathlon sérieux. Non, mais donc ce serait bucket list, mais je pense pas réaliste avant 2-3 ans. Ok.
Comment s'appelle ça, le Tour du Mont Blanc, comment t'appelles ça, L'UTMB. L'UTMB. Ouais, mais je suis pas hyper trail pour le coup. Ok. Donc, attends, tu m'as dit Ironman. Ironman, retour de l'Ironman. À Nice, du coup, c'est ça le Graal de Non, l'Ironman. j'aimerais en faire un qui est à Embrun, dans les Alpes du Sud, qui s'appelle l'Embrunman. Ok. Petite course. Sympathique. Ouais, easy quoi l'Ironman. Et d'ailleurs, du coup, on arrive sur notre dernière question. J'ai pas envie de finir cet épisode. J'aimerais qu'on reste encore un peu ensemble, Léonie. Mais du coup, on va aller chercher les cimes. Si tu devais changer le monde, tu ferais quoi? Si je devais changer le monde, waouh, Superwoman, quoi. ok. T'as tous les pouvoirs. Je change le monde. Je peux enlever cette question. Non, mais en fait, c'est une question tellement large que j'ai envie de répondre à un truc vraiment impactant. Ah bah ouais, je veux pas trouver un truc bof. Faut vraiment. C'est pas grave, on t'en voudra pas. Juste la première réponse qui te vient, un truc fou, dingo, ou pas. Enfin, tout est important. Bah après, au-delà de l'entrepreneuriat, je suis assez sensible aux questions de changement climatique. Mmh. Donc, en fait, si je devais changer le monde, je pense que j'essaierais de faire en sorte qu'il redevienne à l'état dans lequel il était il y a 100 ans pour pas qu'on refasse les mêmes erreurs. Mais c'est aussi un peu cliché. J'ai l'impression que toutes tes questions, j'ai répondu par des trucs hyper clichés. Mais pas du tout, absolument pas. Attends, je pensais que tu allais me dire toutes les questions que tu m'as posées étaient super clichés, alors que pas du tout. Non, je te jure, les réponses étaient très intéressantes et différentes de celles qu'on a eues jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Léonie, pour toutes tes réponses, pour ce partage qui a été le tien aujourd'hui. C'était un grand kiff. Beaucoup de love pour cet épisode ensemble. Je te souhaite beaucoup de réussite dans les prochains mois. On a compris que ça allait être tout à fait stratégique dans l'aventure de Jeudi Merci et hâte de les suivre sur LinkedIn en live. Voilà. Eh bien, écoute, merci de m'avoir accueilli, Jérémy. Et j'en profite pour faire une petite auto-promo. Bien sûr. Mais du coup, on est fin septembre. Si vous n'y avez pas pensé, c'est le moment de penser à vos cadeaux de fin d'année. Pour vos clients, partenaires, collaborateurs, n'hésitez pas à contacter Jeudi Merci. Génial. Merci beaucoup. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez pris plein de choses sur la levée de fonds et sur Jeudi Merci. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et mettez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait marcher l'algo, c'est vachement important. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses de ce podcast, mais aussi sur LinkedIn. Venez échanger avec nous, on sera ravis de continuer à améliorer ce podcast avec vous. N'hésitez pas également à nous proposer de nouveaux intervenants, on sera ravis de les accueillir. Il me reste à vous dire à très bientôt sur Let's Find Out.